Je vous souhaite la bienvenue au château de Chantilly, dans le cabinet des livres, où sont présentés pour la première fois, de manière exceptionnelle, les manuscrits des ducs de Bourbon. L'exposition met en valeur une quarantaine de manuscrits des collections historiques de Chantilly. Et ce noyau historique bénéficie d'un éclairage magnifique grâce au partenariat exceptionnel que nous avons pu nouer avec la Bibliothèque nationale de France, qui prête 7 manuscrits de toute beauté, permettant de s'imaginer quel fut l'éclat de la cour de Moulins à la fin du Moyen-Âge. Alors, les manuscrits des ducs de Bourbon qui sont présentés dans cette exposition sont issus de la bibliothèque ducale de Moulins, que les ducs de Bourbon ont rassemblé à la fin du Moyen-Âge. Il s'agit de la dernière grande bibliothèque princière de la fin du Moyen-Âge. Elle est un peu moins célèbre que celle des ducs de Berry ou de Bourgogne, mais elle n'en est pas moins intéressante et tout à fait particulière, puisqu'on se situe à une époque postérieure aux précédentes, et donc l'imprimé a déjà fait son apparition. Donc c'est une bibliothèque de transition, mais qui conserve tout l'éclat d'une bibliothèque princière. Nous avons choisi parmi les livres des ouvrages représentatifs des goûts des ducs et duchesses successifs, et donc nous présentons des portraits bibliophiliques de chacun pour montrer quel a été l'apport des princes et des princesses au fil du temps. Donc c'est une série de portraits bibliophiliques avec à la fois des livres et parfois dans les livres des portraits ou des emblèmes qui en disent long sur les goûts et les ambitions des ducs. Alors, à partir de la fin du XIVe siècle, sur le modèle de la bibliothèque royale constituée par Charles V, les grands aristocrates du temps, souvent liés par des liens familiaux avec Charles V, comme le duc de Berry, le duc de Bourgogne, et Louis II de Bourbon, qui est le beau-frère de Charles V, constituent des bibliothèques importantes qui reflètent leur savoir, leur richesse, qui constituent des instruments de pouvoir. Et dans le cas des ducs de Bourbon, il est évident que c'est un outil de propagande si l'on observe la place des emblèmes, des armoiries dans les livres, et aussi la thématique des livres. Certains racontent les hauts faits des ducs de Bourbon, d'autres soulignent la filiation des ducs de Bourbon avec Saint-Louis, et d'autres encore racontent les hauts faits des ducs de Bourbon qui se sont évidemment illustrés pendant la guerre de Cent Ans. Les duchesses de Bourbon ont joué un rôle très important dans la constitution de cette bibliothèque. Ça tient aux personnalités des duchesses. C'étaient des femmes lettrées, comme toutes les grandes aristocrates de l'époque, des femmes éduquées, qui étaient censées, lors des régences par exemple, exercer le pouvoir. Donc elles avaient une culture approfondie. Mais dans le cas des duchesses de Bourbon, il faut souligner qu'elles étaient, pour certaines, issues de lignées de bibliophiles importants. Le cas le plus célèbre est celui de Marie de Berry, qui épouse Jean Ier de Bourbon et qui réclame, à la mort de son père, le duc de Berry, en 1416, une quarantaine de manuscrits en dédommagement d'une dot qui ne lui a pas été versée. On comprend bien aussi l'importance de la bibliophilie pour ces duchesses quand on songe que Agnès de Bourgogne était la sœur de Philippe le Bon, qui était à la tête de la plus grande bibliothèque de l'époque. Bibliophile également, mais aussi femme d'influence ou femme de pouvoir, Jeanne de France, fille de Charles VII, sœur de Louis XI, qui joue un rôle important de médiatrice entre le souverain et les ducs, et puis bien sûr Anne de Beaujeu, qui est une femme politique d'une intelligence supérieure et qui a profondément marqué son époque. Les artistes et les ateliers qui ont réalisé tous ces ouvrages ne sont pas identifiables directement parce qu'à cette époque on ne signe pas son travail et parce que les archives de la Chambre des comptes de Moulins ont disparu. Donc les chercheurs ont à leur disposition pour l'essentiel les anciens inventaires des bibliothèques de ducs de Bourbon, au premier rang desquels il faut citer l'inventaire
avant-saisie de 1523. François Ier fait réaliser un inventaire des livres lors de la fuite spectaculaire du connétable de Bourbon auprès de Charles Quint. Et c'est cet inventaire qui détaille les 300 livres de la bibliothèque de Moulins qui forme le document le plus précieux pour connaître la bibliothèque. On sait que ce document a été réalisé en collaboration étroite entre les officiers du roi et le bibliothécaire de l'époque, Mathieu Lépinette, qui a mis à la disposition des officiers du roi d'anciens catalogues de bibliothèques. Donc on a là des descriptions d'ouvrages très précieuses et c'est à partir de ce document et en recoupant les livres qu'on a retrouvés avec des livres dont on a pu identifier par ailleurs les enlumineurs que l'on arrive à rendre à tel ou tel atelier la production d'un manuscrit. Donc François Ier a repéré dès 1515-1517 l'intérêt de la bibliothèque. Il séjourne à Moulins, il est le parrain du fils du connétable et en 1523, il fait réaliser un inventaire des livres dans la perspective de leur saisie et de leur confiscation à son profit. En réalité, les livres sont transmis après la mort du connétable de Bourbon en 1527 à Louise de Savoie, la mère de François Ier, qui revendique l'héritage de Bourbon. À la mort de Louise, ils sont récupérés par François Ier dans sa bibliothèque personnelle et ensuite ils aboutissent dans les collections royales. Donc ils passent vraisemblablement de Blois à Fontainebleau et puis à Paris où ils sont toujours conservés au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France. Alors, lorsqu'on confisque des livres, on en oublie ou on prend les plus précieux, et c'est ce qui s'est passé. Donc, des livres sont restés à Moulins jusqu'au XVIIe siècle, et ils sont récupérés par le Grand Condé, qui se voit doté du duché de Bourbon après la paix des Pyrénées en 1661. Donc, le Grand Condé n'a sans doute pas non plus récupéré tous les livres. Beaucoup ont été achetés par la suite par le duc d'Aumale dans le cadre de ventes privées. Alors quand je dis beaucoup, non, mais des pièces importantes qui ont permis au duc d'Aumale de magnifier encore davantage la collection. Il a acquis des manuscrits, quelques imprimés, et il a acquis également le fameux diptyque de Jeanne de France qui permet d'imaginer comment les ducs et les duchesses se consacraient à la prière, aux pratiques dévotionnelles devant une œuvre d'art. L'exposition s'ouvre sur des livres acquis par le duc Louis II, surnommé Le Bon, un modèle de prince chrétien. C'est lui qui est à l'origine de la présence d'une bibliothèque structurée à l'intérieur du château de Moulins. C'est lui donc qui est à l'origine de la bibliothèque ducale des Bourbons. Alors il n'acquiert pas, comme on pourrait s'y attendre, uniquement des ouvrages aristocratiques de loisirs, mais il acquiert des ouvrages savants et notamment des ouvrages de droit. Il ne faut pas oublier que dans le Bourbonnais à l'époque, il n'y a pas d'université, de grands couvents dominicains où les officiers ducaux ou les clercs de l'entourage de Louis II pourraient se former, se documenter. Donc le duc fait acquérir des ouvrages de droit, des ouvrages d'administration indispensables à la bonne gestion de son duché. Alors il acquiert des manuscrits dans les meilleurs centres d'enseignement du droit de l'époque, Bologne en Italie ou Angers en France. Alors, ce manuscrit de droit canonique réalisé à Bologne est remarquable. Les spécialistes ont souligné l'intérêt exceptionnel de ce manuscrit qui sort d'un des plus grands ateliers bolonais de l'époque et où l'enlumineur innove dans l'illustration à travers des drôleries dans les marges et une recherche très poussée de la tridimensionnalité dans l'image. On voit que le
trône pontifical est représenté en perspective et déborde dans la marge, de même que le vélum, le rideau, qui s'enroule autour du cadre de l'image. Louis II a participé à la croisade contre Madia, contre les barbaresques. Il a traversé l'Italie et c'est peut-être à l'occasion de son séjour à Gênes ou à Milan qu'il a acquis le livre. Alors voilà un autre ouvrage tout à fait remarquable qui a appartenu à Agnès de Bourgogne, la sœur de Philippe le Bon, l'épouse de Charles Ier de Bourbon. C'est un livre étonnant, tant par la modernité de son texte que par le caractère hors norme de son illustration. Donc il s'agit du Paradis de la reine Sibylle, un texte célèbre d'Antoine de La Salle, un homme d'armes au service des ducs d'Anjou, et notamment c'est le gouverneur de Jean de Calabre, fils aîné de René d'Anjou. Il voyage donc en Italie où il parcourt les montagnes de l'Apennin. Alors, Jean de Calabre épouse la fille d'Agnès de Bourbon. Donc, cela donne l'occasion à Antoine de La Salle de rencontrer la duchesse, qui évoque sans doute avec lui les montagnes de l'Apennin qui sont représentées sur une de ses tapisseries. Et elle demande à Antoine de La Salle, bon connaisseur de l'Italie, de lui écrire plus en détail l'histoire des légendes de la Sibylle de Norcia qui vivait dans les montagnes de l'Apennin que Antoine de La Salle a traversées. Alors Antoine de La Salle écrit un récit à tiroir assez complexe et il fait illustrer ce petit livre par un artiste de la cour de René d'Anjou qui se caractérise par une touche très légère, presque aquarellée, et un sens de la scénographie et de la mise en page tout à fait extraordinaire. Il est assez rare qu'un ouvrage médiéval s'ouvre ainsi sur un plan de montagne dans lequel on devine à la fois le but de l'histoire et toute une série de passages initiatiques pour arriver jusqu'à la grotte de la Sibylle de Norcia. Alors la Sibylle de Norcia, c'est une fausse Sibylle dont l'auteur dit qu'il faut se méfier parce qu'elle enferme les hommes à l'intérieur de sa grotte pour leur faire mener une vie dissolue. Antoine de La Salle donne toutes les indications possibles pour se rendre jusqu'à la grotte, pour la trouver. Il dit bien sûr que lui n'y est pas allé, mais il raconte tous les récits des personnes qui l'ont rencontré en cours de route et qui lui ont raconté leurs aventures. Donc le récit est construit à la fois comme un récit de voyage, comme un guide du voyageur et comme un récit plaisant que l'on imagine que les cours ducales aimaient entendre lors de lectures à voix haute. L'exposition juxtapose de manière exceptionnelle le célèbre diptyque de Jeanne de France et son livre d'heures. Alors, le diptyque de Jeanne de France est une œuvre d'art exceptionnelle. C'est un petit retable portatif, pliant, de petite taille, que la duchesse pouvait facilement emporter avec elle dans le cadre de ses déplacements. C'est une œuvre flamande attribuée à l'atelier de Roger van der Weyden qui rappelle que les duchés de Bourgogne et les duchés de Bourbon entretenaient des relations étroites tant au niveau politique qu'au niveau des échanges artistiques. On aperçoit sur ce diptyque la duchesse en prière, on la reconnaît aisément puisque sont représentées à ses côtés ses armoiries, parties de Bourbon et de France. La duchesse a soin de rappeler toujours sur les livres qui lui appartiennent ou ici sur une œuvre d'art qu'elle est issue
de la famille royale, qu'elle est la fille de Charles VII, la sœur de Louis XI, la nièce de René d'Anjou, donc fille, sœur, nièce de roi. Elle est ici accompagnée par Saint Jean-Baptiste, qui lui aussi rappelle qu'elle est issue de la famille royale. La duchesse est représentée devant un livre, et voici l'un des livres de prière de Jeanne de France, sans doute l'un des plus beaux, un livre en tout cas qu'elle chérissait, puisqu'elle y a fait représenter avec très grand soin ses armoiries. Alors c'est un livre remarquable, tout à fait ravissant, de très petite taille, pas plus que 10 cm de hauteur, un objet qui tient facilement en main, que l'on peut emporter partout avec soi, et magnifiquement enluminé. Le livre compte 300 feuillets, donc 600 pages, et ces 600 pages sont toutes décorées de manière admirable avec des encadrements de fleurs ou des images à pleine page ou à mi-page. Le livre est attribué au maître de Jouvenel, un peintre angevin, ainsi dénommé parce qu'il a travaillé pour Guillaume Jouvenel des Oursins, chancelier de Charles VII. C'est un peintre recherché par toutes les grandes familles, les grands bibliophiles de l'époque, et il a réalisé là quelque chose de tout à fait gracieux, avec une touche légère et un sens des volumes et de la perspective tout à fait remarquable, inspiré à la fois des grands maîtres parisiens mais également des peintres flamands. Le livre d'heures de Jeanne de France a été classé Trésor national en 2011. Il a été acquis par la Bibliothèque nationale de France grâce à une importante souscription menée en 2012. Et il est exposé pour la première fois dans le cabinet des livres de Chantilly jusqu'au 7 janvier 2024.